va être réellement excitant. Jean Peters n'est pas juste le responsable de la recherche de la révélation de correctifs par rapport à la réunion de Potsdam, mais il s'est fait une opinion sur comment c'est quand les personnes d'extrême droite se retrouvent. Donc, Jean Peter était sous couverture, était sur place et il a aussi vu les plus grandes manifestations de la décennie. Applaudissez Jean. Oui, merci beaucoup. Je vais commencer par le plus important. On a des autocollants. On a amené des autocollants. Et bien évidemment, ça a été fait beaucoup mieux que moi. Beaucoup de personnes se sont mobilisées dans le monde entier. Salut Marcos. Les médias sont dans une des plus grandes crises de leur histoire. Et pas parce qu'ils ne travaillent pas bien. Les journalistes du monde entier qui sont dans les zones de guerre et essayent de trouver des informations, de les classifier. Je pense que les deux grandes attaques sur les médias, c'est ce que j'appelle les médias algorithmiques, la récupération des tops des informations les plus regardées par rapport aux médias sociaux comme TikTok, Insta, Twitter, pardon, pour les non morts, mais toutes ces grosses entreprises qui, pour beaucoup de gens, sont le lieu où ils vont s'informer. Et les médias gatekeepers, qui parfois sont des bonnes choses, se font chasser. Et c'est la liberté de la presse qui est agressée dans le monde entier. Sur moi, je suis Jean Peters. Je suis un reporter senior chez Correctif. Et comme a été dit tout à l'heure, c'est moi qui ai mené la recherche sur Potsdam, mais je ne suis pas tout seul. Voilà toute la liste. On est énormément. Sans toutes ces personnes-là, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Oui. Donc j'ai dit qu'on a une crise des médias et on doit l'attaquer. Je vais essayer de partager quelques idées avec vous dans cette session et j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Je pense que les deux mots qui pour moi sont centraux, c'est la véracité et la souveraineté. La véracité, on a beaucoup parlé de fake news, donc d'informations manipulées. Et je pense que après l'élection de Trump, on a vraiment un problème de compréhension et une vraie crise politique. Je pense que quand on entend les politiciens parler d'égalité, on l'a entendu trop souvent. Et on a parfois, et quand on a Elon Musk qui parle de lancer une fusée sur la Lune ou Trump qui veut commencer une guerre avec le Panama, on les croit parce qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour poursuivre leurs idéaux avec toute leur force. Et je pense que ce qu'on peut appeler une crise de la véracité qui mène vraiment les journalistes à vraiment rechercher, observer que si quelqu'un dit quelque chose et qu'on doit le vérifier et rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est
biographique? Est-ce que les personnes ont vraiment la structure pour réaliser ce qu'ils disent? Et par exemple, quand on parle de pauvreté, on dit taxer les riches, mais ça ne s'est jamais produit. Quand on parle de crise climatique, les actions n'ont pas été menées. Donc, comment on veut reporter là-dessus? Comment on veut contextualiser tout ça? Je ne parle pas que de Habeck et Scholz, mais aussi de l'extrême droite. Quand on parle de réimmigration, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de l'idéologie? Et l'autre, c'est aussi ce que je pense, c'est dans ce temps de changement, la souveraineté. On a une pandémie en ce moment, beaucoup de règles, des nouvelles règles qu'on connaissait pas avant, qu'on devait trouver ensemble, des règles de comportement qu'on a menées de plus en plus. Et aussi, on a beaucoup travaillé avec des règles sociales et aussi surtout un groupe social qui a pas trop ressenti ces règles sociales. C'est les personnes pauvres et la plupart ne passent pas, qui n'y arrivent pas dans une journée. Et ces règles sociales sont quelque chose de principal. Et quand on est et ce qui est assez proche, c'est ces portes. Quelque chose de complètement bizarre qui mène dans le fascisme. Mais ce fuck off, ça va, ça va être plus attractif que pour certaines personnes que ce qu'on pensait. Je pense que la véracité et cette souveraineté, c'est les plus gros sujets qu'on va aborder. Et je vais essayer de vous montrer un peu ce que nous, en tant que correctif, on peut vous montrer et quels sont les dangers qui viennent vers nous. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu bizarre mon micro. Ok, ces deux slides, je les ai oubliés. Et vous voyez que la crise écologique, elles sont à chaque conférence toujours pire, mais ça aide pas pour l'arrêter. Mais il y a des gens qui conseillent la déportation en masse. Ah, ça m'énerve un peu ce micro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le journalisme? Je pense qu'on a besoin d'un journalisme qui n'est pas exact factuellement, mais aussi qui véridiquement vérifie la factualité. Et ça marche pas si quelqu'un essaye de prouver quelque chose avec des mouvements de PR et qui essaye de repasser tout ça pour vérifier tout ça. Et en tant que journaliste, c'est pas que être en train d'écrire et de parler avec des politiciens dans des événements de champagne et de pas aller voir le service secret pour demander s'ils n'ont pas quelque chose de très très brûlant et d'aller voir les personnes intéressantes, mais d'aussi aller un peu plus loin, de parler avec des hackers, des actrices, et de savoir quelles sont les nouvelles méthodes, de savoir des nouvelles informations, des nouvelles méthodes investigatives, peut-être d'aller un peu dans la boue et de voir quel camion sortent de là, de se mettre une moustache et de se mettre entre nazis. Et ça c'est une des choses, de savoir des nouvelles méthodes investigatives, mais aussi de savoir si l'information est décidée algorithmiquement, de inventer comment on peut remettre les personnes dans la conversation, comment en tant que société on peut mettre l'information en public et comment on peut s'organiser et de partir de ces titres, de ces grands titres qu'on peut les lire dans le métro. Quel est le plus important des pandas ou la guerre, mais aussi de voir qu'est-ce qui est important dans le théâtre, sur la rue. Et ces nouvelles formes, c'est ce que je recherche avec Correctif. Et ça ramène de la véracité pour les journalistes.
Donc, j'ai cette fonction de pas vraiment compris comment on peut parler et continuer. Mais je pense que j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut amener de la souveraineté? Je pense que la première chose en tant que journaliste, c'est not my job. J'espère que vous réfléchissez aussi sur quelles sont les bonnes politiques digitales, les régulations, comme on appelle ça. Je pense qu'avec les grandes entreprises de tech, on devrait faire beaucoup plus de pression. Et comment on peut réguler pas simplement les flux d'informations, mais aussi l'argent. Quand on a beaucoup d'argent qui va dans les entreprises de la tech, 80% des revenus publicitaires dans l'information journalistique revient aux grandes entreprises de la tech parce que c'est eux qui la disséminent. Comment est-ce qu'on peut adresser ça? On devrait vraiment expliquer ça simplement aux gens pour qu'ils puissent créer une loi aux politiciens. C'est compliqué. Et je pense que les gens qui sont dans cette salle peuvent aider. Ce que nous on fait, c'est ce que Donald Perkson a parlé de société rédactionnelle. On a une société où les garde-fous sont absents. Donc, c'est souvent des hommes blancs qui sont chez ARD, FAZ, etc., et qui vont décider ce qu'on va disséminer sur la population. C'est rien de nouveau pour vous. La description, c'est qu'on est une société rédactionnelle. On est comme société une rédaction parce que c'est nous qui disséminons l'information et la diffusons et la discutons. Et si on l'est, nous, ça veut dire qu'on doit apprendre en tant que société comment disséminer cette information de manière responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le point suivant, c'est qu'on a un journalisme local qui meurt, mais dans d'autres pays aussi. Et on se rend compte que dans un journal, on va avoir le même texte que dans un autre journal. Ça veut dire que ça a été rédigé centralement et que les journaux locaux n'ont plus d'argent, n'ont plus les moyens, n'ont plus le personnel pour avoir de l'information locale, ou alors très peu. Et cela signifie qu'on doit réfléchir à comment on peut sauver le journalisme local pour que un maire local d'un village ne puisse pas devenir corrompu sans être observé. Et c'est un problème collectif. Je pense qu'on est beaucoup à connaître les fact-check et aussi des propositions pour des formations gratuites et correctifs locales pour ceux qui connaissent. C'est justement l'idée de diffuser des recherches, par exemple dans les jardins d'enfants, les fondations pour les femmes et des études sur les énergies vertes qui ne sont pas vraiment vertes. Donc, il faut vraiment comprendre où rechercher pour poser les bonnes questions. On a un grand réseau avec des journalistes locaux qui sont sur place et qui leur permettent d'avoir des recettes pour aller dans les différents établissements pour regarder à quoi ça ressemble et ces recherches sont liées ensemble et publiées ensemble. C'est vraiment une investigation locale qui s'étend dans toute l'Europe avec Corrective Europe. Et une chose, c'est former les personnes localement et renforcer les rédactions locales. Et bien sûr, dans Salon 5, lier les deux. Donc, l'idée, c'est de
comme à Hamburg, Greifswald, Bottrop, d'avoir des jeunes qui vont permettre directement de rédiger et publier. Donc, il faut vraiment que j'appuie pour que tout vienne à la suite. Merci à une personne devant. Donc, je pense que c'est le point sur lequel je veux insister quand je dis là, il faut vraiment y aller. Mais le deuxième point, tester sur des nouvelles méthodes de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Le 15 octobre 2023, j'étais en vacances en Sicile et j'ai reçu un message. Je me souviens très bien de l'instant. C'est la photo que j'ai prise juste avant. Et dans le message, il y avait une lettre signée de ces deux personnes, Gernot Mürik, un activiste d'extrême droite, et Hans Christian Lema, qui est à l'époque qui était un entrepreneur. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire, c'était l'histoire secrète du projet contre l'Allemagne de correctif. J'étais le reporter. Ja. Ist es an oder ist es noch nicht? Ne? Jetzt, ich glaube, du kannst Audio jetzt nochmal anmachen. Und der war so wieselig. Ja. So, genau, das war die Betreiberin. Ça, c'était la personne qui avait l'hôtel et elle parlait de moi. Et comment est-ce que j'ai pu rentrer là-dedans? J'en ai parlé pendant le congrès Republica pour ceux qui veulent regarder ça en détail. Est-ce que quelqu'un a une idée comment on rentre? Qu'est-ce que vous dites? Ah, comme serveur. Ouais, alors, bon, c'est des néo-nazis quand même, donc, et c'est complètement fermé, avec une échelle. Okay. Tatsächlich war der Mann von Korrektiv hier eingemietet. La personne de Corrective avait loué ici. C'était une sorte de... C'était un booking.com. Oui, donc leur site internet, ils avaient tout fermé, mais on peut toujours rentrer en quelque sorte. Je me suis... j'ai mis une moustache, j'ai mis des lunettes, je vais parler un peu de Greenpeace. L'équipe investigative a fait des recherches. Ils ont mis des voitures devant leur porte. Et vous voyez, on voyait un petit peu très bien qui rentrait et qui sortait. L'autre, on pense que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à rentrer, qui protège la Constitution et qui regarde que personne ne l'a vu et qui continue à marcher. Ça, c'est les caméras devant, mais il y a une caméra très proche. Ça, c'était moi. Moi, je me suis acheté dedans. J'ai marché de salle 1 à 8h30. J'étais dans cette salle de feu. Il y avait des personnes de droite et de gauche. Il y avait Martin Sellner, Gertrud Mühlich. Il y a même un néo-nazi, un agresseur sexuel. Je leur donnais la main. J'étais dans mon costume et je demandais du café. Là devant, il y avait des lettres. Donc il y avait des lettres. J'allais regarder s'il n'y avait pas des noms. Je voulais voir les noms sur les lettres. Donc j'ai allumé mon téléphone, j'ai marché vers là-bas, j'ai mis mon téléphone, j'ai oublié de mettre mon téléphone et j'avais beaucoup d'adrénaline. Et dans le dernier moment, je regardais s'il n'y avait pas d'autres personnes et je pouvais demander du café. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment tous les noms. Au troisième essai, j'avais tout. Et ça, c'était ces moments avec beaucoup d'adrénaline.
Und Et après, il y a ce collègue qui a Eric Aren qui me regarde dans les yeux, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais il n'a pas compris. Non plus. dann hat der Kollege von Greenpeace Et après, il y a le collègue de Greenpeace qui avait une merveilleuse idée. Il y avait ces flyers de Zanabot qui étaient dans l'entrée. C'était le voisin. On pouvait acheter une, un bateau. Et ça, c'était la 4e caméra. das macht den Abend dann rund. Et ça complète la soirée. On a des belles photos de l'extérieur pour savoir qui parle avec qui et qui est trop devant et qui est très Wir photogène. haben das dann so gut gemacht, Et on a fait tellement bien also que wer eine Ausstellung donc, machen will, die Fotos. si quelqu'un voulait faire une exposition, vous pouvez prendre les photos. Tout ce qui est ici est open source. Ja, ich versuche mich ein bisschen zu J'essaie un peu de me dépêcher parce qu'il y a encore une surprise, je vous ai Wir haben, promis. das dann Donc veröffentlicht. on a publié ça et vous voulez tous savoir comment on a réussi à le faire aussi bien, comment on a fait pour faire ça aussi bien. Et une de ces personnes a essayé de faire, a essayé de nous mettre devant le tribunal. Mais le tribunal a dit que tout ça c'est faux en fait. Donc ça c'est très juste en fait. Donc un an plus tard, ce serait peut-être un bon moment pour expliquer, parce que vous pouvez peut-être imaginer que toute l'Allemagne a cherché partout. Beaucoup de médias avec beaucoup de reporters, on voulait demander comment on a réussi à faire ça. Et on voulait vous dire ça maintenant. Ça pourrait être un bon moment, mais on voulait pas vous le dire, c'est pas un bon moment. Parce que les sources sont bien protégées jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est une des choses où je suis le plus fier chez Correctif. On protège nos sources jusqu'au ghetto. Oh, mais il y a des gens qui pourraient dire « Oh non, c'est pas très propre ». Mais non, on protège nos sources. Et si on doit protéger nos sources, on le fait. Et on va protéger ça si les gens sont curieux. Il y a un mur et vous pouvez pas passer. Ce que je voulais dire, c'est... Oui, arrêtez. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, désolé. Ce que je peux dire, c'est un slide pour prendre en photo. Il y avait beaucoup de conflits. Ce qui est écrit là, c'est un des noyaux des recherches. Et ça, on peut pas le contredire ça. Il y a personne qui a dit que ça, c'est pas arrivé. La description de personnes qui sont venues là, il y a même une personne qui était la plus haute de l'AfD, de Sachsen-Anhalt, des gens d'extrême droite, des personnes qui finançaient ça, des néo-nazis. Ils étaient tous là et ils ont tous réfléchi à comment faire un Disneyland de l'État allemand. Et comment on peut poursuivre l'Antifa et comment on peut poursuivre les quelques agresseurs et comment on peut même prendre le média. Mais ce qui a été annoncé comme plan magnifique, c'était la présentation de Martin Zellner et c'est ce qu'il dénonçait en tant que remigration. Et c'est peut-être plutôt un nom de couverture. C'est quelque chose qu'on combat de plus en plus. Zellner a dit dans une vidéo avant la publication, dans le magazine Compact, même un chiffre. Combien de personnes devraient sortir de l'Allemagne? C'était 6 millions. Dans ma vue, c'est peut-être 5 à 6 millions, 7 millions. C'est des personnes qui pourraient possiblement être bien pour une remigration parce qu'ils ne peuvent pas partir d'ici et qui pourraient ne pas rentrer dans ce pays et qui devraient peut-être plutôt être dans un autre pays.
Donc, diese Idee von cette idée de ne pas s'assimiler, cela on connaît, si vous cherchez ça, d'un débat avec les Juifs. On a déjà parlé de, comment ça s'appelait, der Jude ist alles schuld oder so. le Juif et, et, 100 Jahren. ouais, il y a 100 ans ou même plus, il a dit non, c'était pas ce que je voulais dire, c'est que les Juifs non assimilés. Donc la décision entre le bien et le mauvais et d'autres, c'est le noyau de pensée et ça vient parfois dans d'autres facettes. Et ça, c'est le noyau du journalisme, de voir, de montrer toutes les histoires qu'on voit et qui reviennent et d'où viennent les mots qu'on utilise. Et ce qui est arrivé après, c'est la stratégie de discours. Je le fais très rapidement. Il y a des bombes de fumée. Ah, ils disent là, il y a une toute petite erreur. On va mettre des bombes de fumée. Un classique de tuer le messenger et de dire que ça c'est à nous et on va encore plus loin. Donc le premier c'est des bombes à fumée. Ça c'est tous les cas de tribunaux. Ça s'appelle des. C'était par rapport à des petites phrases de côté. Par exemple de Ulrich Fosgenau que les demandes de. Et voilà, vous voyez, tout le monde s'endort sur ces petits procès qui n'ont rien à voir avec la recherche. Et ensuite, depuis 2015 qu'on a brûlé ma voiture, j'ai été agressé physiquement et la personne, Jean-Peter, qui a un rôle dans le correctif, a été primé et moi j'ai une protection policière. Voilà, en prime time sur ARD. On a été obligé du coup de les poursuivre, mais bien sûr, moi je n'ai pas brûlé sa voiture. C'est complètement fou. C'est pas la première fois qu'on dit des choses fausses sur moi. Il y a eu énormément d'attaques sur moi. Beaucoup de néo-nazis qui ont fait des formations sur les armes, qui ont recherché mon adresse. Et c'est vraiment fatigant. Mais le plus fatigant, c'est la délégitimation, comme quoi nous ne sommes pas des vrais journalistes. C'est une construction de mensonges. Et donc, Own It, donc justement la vérité alternative qui est sur les affiches. Et ici, on a même beaucoup d'argent qui a été récolté par un avocat qui a fait du crowdfunding. Et j'ai reçu une lettre de justement ce Gernot Meurig qui dit que tout est faux et je ne sais pas si vous vous souvenez du début, Gernot Meurig. Voilà, sa page Wikipédia. Et donc les tribunaux vont être utilisés pour normaliser leur idéologie. Et je pense que c'est pas trivial. Tout le monde se dit oui, on va de toute façon perdre et je pense que beaucoup pensent que ça fait partie d'une idéologie normalisée. Ça veut dire, donc, comment est-ce qu'on procède avec l'AfD? Je pense que c'est une décision politique et ensuite, ce sera décidé juristiquement. Et il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez regarder sur ardverbot.jetzt, je pense, le site internet, avec tous les éléments qui ont été récoltés. Mais je pense que c'est très important de se battre contre ça parce que c'est une des possibilités qu'on a pour pousser cette interdiction dans la Constitution. Pas parce qu'on a encore de la place, on a encore du temps, c'est historiquement pour avoir une continuité. Encore une fois, la justification qui sont d'extrême droite
Et il y a quelques jours, j'ai reçu la réponse de l'avocat. Je vois qu'il travaille très très lentement. C'est comme ça que j'interprète cette réponse. Et je leur ai demandé, est-ce qu'ils ont vu si cet homme, Roger Betkamp, va à Zurich? Et le Junge Tat, qui est un groupement d'extrême droite, qui ont un symbole interdit en Allemagne comme logo, et il va à Zurich et le Junge Tat en fait la publicité. Oui, oui, on le connaît, ils disent il est au Bundestag. Et cette réunion à Zurich, on la connaît aussi. Est-ce que vous le connaissez? Je vous demande qui le connaît. Il est assez inconnu. Il est au Bundestag, à l'AfD. Il est très, très, très à droite. Et il veut être sur la liste en Nordrhein-Westfalen. Mais je vous demandais pour le petit là en haut. Vous le connaissez? Est-ce que tu veux venir monter sur scène? C'est Tobias Ginsburg. Il est connu depuis 10 ans, 15 ans, d'être sous couvert chez les nazis. Applaudissez Tobias. Merci. Jean a convaincu, donc je vais être très rapide. Je suis très content d'être ici. J'étais très content quand Jean m'a appelé. C'était il y a 15 jours. Donc il m'appelle le soir et il me parle de cette réunion exclusive avec des politiciens d'ARD qui vont en Suisse pour discuter et avec Léna Portrait comme invitée chez les néo-nazis en Suisse. Et même si ça a été annoncé publiquement, c'est une réunion très compliquée de rentrer, très exclusif. Et il m'a demandé si je pouvais m'infiltrer là-dedans pour correctif. Et bon, moi je fais ça depuis 15 ans, je fais des recherches sur les extrémistes, les sectes, etc. Et il faut juste un très bon plan, du travail propre, un alias, des médias sociaux, 2-3 semaines de travail construit. Et Jean me dit super, c'est après-demain. Ok, n'applaudissez pas, on n'a pas le temps. Mais donc, c'était public et complètement. Donc, je dois vraiment me raser et écrire une lettre de motivation aux néo-nazis de Junge Tat suisse. Donc, j'ai des appels téléphoniques avec Junge Tat. J'ai été interrogé personnellement, idéologiquement. C'était très difficile parce que c'était un Allemand suisse. Donc, on discute et on arrive à se comprendre. Et Jean et moi, on est près d'un parking. Jean à un peu de distance derrière moi. Et c'est là où on va me dire où je dois vraiment aller. Et là, je dois monter dans une voiture étrange avec cet homme qui a l'air très sympathique. C'est Lars Brentling. C'est un activiste de Junge Tat. Et il travaille pour l'AfD Meurer au Baden-Württemberg. Et il gère les néo-nazis. Il fait partie d'un des deux. Bon. Attention, sinon on va encore se faire poursuivre. Ça va nous coûter de l'argent et du temps. C'est horrible, mais la Junge Tat, c'est déjà horrible aussi, assez horrible. Et les masques qu'ils portent, ils viennent de la scène classique des néo-nazis. Ils ont lu des discours d'Adolf Hitler. Il y a un grand nombre de chefs, par exemple Manuel, il a été arrêté parce qu'il y avait une Kalachnikov chez lui. Et lui, c'est Tim Stauffer. Il est à la Junge Alternative à Baden-Württemberg. Il en fait partie, très sûrement. Les personnes
qui, les discours qui ont été menés là-bas, dans cet endroit, c'est ce qu'on s'imagine. Il y a autour de moi beaucoup de gens avec très jeunes, avec des outfits très clairs, traditionnels, des fascistes des néo-nazis, et les discours sont pareils. Le Roger Becker, c'est quelqu'un des nouveaux droits. Les néo-nazis de Suisse, les néo-nazis allemands, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en 10 ans, de mettre le fascisme dans un redesign dans le public. C'était l'idée de la nouvelle droite, ce que ça a réussi à faire. On n'est plus néo-fasciste, on est nouveau droite, la nouvelle droite. Et pareil, les discours, de partir de discours comme ça, on parle de naissance, et aussi comment savoir où est né quelqu'un pour les faire partir du pays. Et comment on peut penser aux grands-parents, ils étaient aussi juste des victimes. Tout ça, c'est juste des discours de néo-nazis, des argumentations d'extrême droite, juste redesignés. Juste besoin de parler. On leur a demandé, vous savez qui est là, de quoi ils ont parlé, et ils n'ont pas répondu. Et de côté aussi, ils ont parlé des Jungentat. Ils ont parlé d'une petite bande d'extrême droite, les petits-fils, un peu très sympas. Il leur a donné des compliments, des possibilités. Et on se change la réalité. Ça a des conséquences. Et ça donne des... Et comment on arrive à avoir de l'argent. Et pour ça, on a un clip. Was? Den machen wir, ne? Also vielleicht ganz kurz, das ist jetzt eine Juste, c'est quelque chose d'exclusif, d'audio, qui ont été pris. On n'a pas trop le droit de le faire. C'est peut-être par rapport au droit, on n'a pas trop le droit de le faire. Mais on voit le problème. Aller voir les parlementaires et comment on peut faire des choses. Et comment agrandir la fenêtre, comment déplacer la fenêtre, et comment on peut financer les néo-nazis. Comment on peut représenter l'extrême droite comme des personnes démocratiques. Et ça, Lena Cortré le dit. On ne doit pas parler de l'Holocauste, on ne peut pas dire que Hitler est pas bizarre. On doit avoir le droit de dire des choses comme ça, de voir son propre pays comme ça. Et on doit avoir le droit de dire tout ça. Et on a peur de ça, mais ça ne sert à rien. Ça te sert à quoi si on n'a plus le droit de dire des choses? On doit pouvoir voir ceux qui votent pour nous et ceux qui disent l'interdiction de l'AfD. Ça, c'est pas bien non plus. L'interdiction de l'AfD, ils vont le faire comme ça ou comme si. Et si c'est en Suisse ou pas. Ça, c'est ce que Lena Cortré a dit après. Et nous, on a enregistré, on l'a publié. Et on a eu de très bonnes raisons, mais à un moment, quand les masques tombent, quand on voit que c'est clair que c'est pour financer des réseaux comme ça et créer des réseaux comme ça, on voit que notre responsabilité est importante il faut publier ce genre d'informations. Mais je ne sais pas qui a fait cet enregistrement.
C'est depuis Potsdam, on parle comme ça dans l'AfD et de manière radicale. Et on entend que tout ce qui a été dit avec des caméras et de l'équipement professionnel, tout est publié dans le réseau. Quelles parties sont supprimées? Bon, on va continuer parce on a dépassé notre temps. On a encore une chose qu'on veut montrer avant qu'on descende de la scène. Est-ce que je peux terminer? C'est important que quand on est consulté, et quand on dit que tout ce qu'on dit est un mensonge, dans la rhétorique d'extrême droite, c'est important qu'on ait des preuves. Jetzt kommt nämlich, Moment, für nachher. Also, On va passer à la partie relevant für euh, was ist verfassungswidrig und so weiter. importante par rapport à la partie anticonstitutionnelle de l'AfD sur la réimmigration. Und das geht. Et ça commence comme ça. Chaque député Ah, nee, das ist was anderes. Das war jetzt diese. Das haben wir übersprungen. Haben wir das, nee, dann haben wir das. Je me Okay, suis dann ist trompé. das gleich online, das mit dem, Donc mit c'est dem Migrationsbegriff. en ligne la partie sur la rémigration. Die vor diese Blood and Honor Leute gehen. Mais ce qui est important, c'est peut-être que à partir de ce moment-là, ils proposent qu'on peut leur proposer de l'argent du Bundestag. Chaque député a des possibilités. Il peut aussi engager des gens et faire des choses et les utiliser. C'est pas du tout comme ça pourrait être depuis que ce soit ici en Suisse ou en Allemagne. Concrètement, le mieux concrètement, c'est de parler aux députés, de leur demander quelles idées concrètes ils ont et de dire pour ça j'ai besoin 500 €, 5000 € ou peu importe. Gut. Und dann, was war denn jetzt eigentlich mit diesem Et donc, Call? Was habt ihr qu'est-ce bei Zoom qu'il y besprochen? avait avec ce meeting duquel vous parlez avec dans cette réunion? Et voilà ce que j'ai appris pendant ce meeting. Je suis candidat, mais pour beaucoup, c'est intéressant, je ne sais pas. Oui, bon, c'est un facteur important. Je suis... Ah, je pensais que tu allais combattre pour la liste, mais ça je le fais pour soutenir des autres qui veulent aller sur la liste et qui veulent. Et ça va être bien sûr dans 3 semaines. Bien sûr que je combats pour la liste, mais c'est juste pour pour faire semblant. Tout ça pour les mensonges, pour la réalité à travers les politiques fausses. Et c'est ce qu'on doit prendre avec nous. On ne doit pas donner ça aux extrêmes droites, de changer notre réalité. Okay, wir sind durch. Ihr könnt On a réussi. Vous pouvez flasher les QR codes pour voir la recherche et tous les audios. On va faire une tournée à travers l'Allemagne. Vous pouvez prendre les tickets, wann ihr uns kriegt und les so weiter. billets. Beim Et le troisième QR code, tout ce qui s'est passé là maintenant. Et bon congrès à tout le monde. Merci beaucoup.